Débat Agir pour le climat qui se déroule dans le cadre de la COP21, la conférence climat qui est organisée en ce moment à Paris depuis le 30 novembre jusqu'au 11 décembre. Le but de cette soirée, ciné-débat, c'est de permettre l'échange, le partage, la discussion, le débat autour des enjeux climatiques. C'est une soirée qui est co-organisée par Atelier Capacité, qui est une association lyonnaise qui accompagne des porteurs de projets dans le champ de l'urbanisme, la solidarité internationale, la culture et l'éco-citoyenneté, et co-organisée par le REFED qui fera la présentation plus tard. On a organisé un cycle de ciné-débat. Donc le 1er décembre, on a organisé un ciné-débat à Clermont avec l'ADNA, l'Association des naturalistes d'Auvergne. Le 3 décembre, on était à Villeurbanne avec le Doigt Vert, Objectif 21 et Avanza. Et ce soir, on est à la Maison des étudiants de Lyon. Changement climatique. Quels enjeux pour la COP21? Depuis plusieurs décennies, l'homme subit les conséquences de plus en plus fortes des changements climatiques. Élévation du niveau de la mer, augmentation du nombre de catastrophes naturelles, sécheresse ou ouragans par exemple, ou menaces sur la production alimentaire. Ces catastrophes, qui touchent plus de 200 millions de personnes chaque année, peuvent entraîner des conflits. Les scientifiques en sont sûrs à 97%. Cela est dû à l'activité de l'homme qui émet des gaz à effet de serre, GES. C'est pourquoi, en 1992, les pays membres de l'ONU se sont réunis à Rio lors du sommet de la Terre et ont créé la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, qui prévoit entre autres des actions pour limiter la hausse des températures. Depuis 1995, des conférences des parties, COP, sont organisées chaque année pour mettre à jour la Convention. En 1997, suite à la COP de Kyoto, certains pays développés et historiquement responsables des émissions se sont engagés à réduire d'ici 2012 leurs émissions de GES de 5% par rapport à 1990. Mais ce n'est qu'un début, car il faudrait que ces pays réduisent leurs émissions d'au moins 75% d'ici 2050 pour limiter la hausse des températures à 2 degrés. En 2009, la COP de Copenhague a tenté de trouver une solution pour prolonger ces engagements, sans succès. Cependant, pour permettre aux pays en développement de s'adapter au changement climatique et de réduire leurs émissions, certains pays se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an dès 2020. Fin 2015, la 21e édition de la COP se tiendra à Paris. Mais avant, tous les pays devront remettre à l'ONU leurs propositions de contribution volontaire à la réduction d'émissions de GES. La COP de Paris a pour objectif de s'assurer que l'ensemble des contributions des pays suffisent à limiter la hausse des températures à 2 degrés, seuil au-delà duquel les conséquences seront irréversibles, de montrer comment seront mobilisés les 100 milliards de dollars d'ici 2020 afin de ne pas trahir la confiance des pays en développement, de réduire les aides accordées aux énergies fossiles et reporter les coûts liés aux conséquences du réchauffement climatique sur les responsables des émissions de GES. Voici l'enjeu de la COP de Paris. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi et comment aller vers une démocratie participative? Aujourd'hui, toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur celui-ci. C'est en effet prévu par la loi. Cependant, cela n'est pas toujours suffisant. De plus en plus de projets sont contestés sur le territoire, ce qui fait naître de nombreuses tensions. Pour répondre à cette situation, il faut donc améliorer la démocratie participative, c'est-à-dire faire en sorte d'impliquer plus directement les citoyens dans les décisions environnementales. En effet, non seulement ces décisions, comme la construction d'une usine ou d'une autoroute, peuvent avoir des impacts sur le territoire et les citoyens, mais en plus, ce sont eux les mieux placés pour transmettre aux décideurs ce qui se passe sur le terrain et ainsi contribuer à améliorer les projets. Ainsi, pour que demain la participation de tous les acteurs soit efficace, il faudrait faciliter leur implication. D'abord, en soumettant au débat les politiques d'aménagement du territoire,
pour définir collectivement le cadre dans lequel s'inscrit le projet. Ensuite, si une concertation est prévue, en faisant participer les citoyens dès le début du projet, lorsque plusieurs options sont encore possibles, pour que leurs propositions puissent réellement être prises en compte et le projet modifié. Enfin, si aucune concertation n'est prévue, en mettant en place un droit d'alerte citoyenne, c'est-à-dire en permettant aux citoyens dont le territoire est concerné par un projet d'aménagement de demander la mise en place d'une concertation. Mais pour améliorer la participation des citoyens, il faudrait également faciliter leurs échanges. En les informant sur les caractéristiques du projet, comme les bénéfices économiques et les impacts environnementaux, particules émises par l'usine par exemple, à partir d'une expertise neutre et pluraliste, c'est-à-dire financée par un organisme indépendant et provenant de plusieurs sources. Elle doit également prendre en compte l'expérience pratique recueillie par les citoyens sur le terrain. Il faudrait aussi mettre en place des outils d'intelligence collective efficaces différents des réunions classiques pour permettre de donner la parole à tous les acteurs et de co-construire des solutions. C'est notamment le cas du World Café ou du Forum ouvert qui crée un véritable lieu d'échange. Aujourd'hui, plus que jamais, une nouvelle démocratie doit voir le jour, afin que tous les acteurs élaborent ensemble les solutions du futur. Comment financer les actions à mettre en œuvre pour faire face au changement climatique? Pour faire face au changement climatique, tous les pays doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En développant les énergies renouvelables ou en faisant de la rénovation énergétique des bâtiments. Ils doivent également s'adapter aux conséquences de ce changement, en construisant par exemple des digues pour faire face à la montée des eaux. Pour financer ces actions, il est nécessaire d'utiliser l'argent public, budget de l'État, collectivités ou banques publiques, mais également l'argent des investisseurs privés, banques ou épargne des particuliers. Il est donc essentiel que tous ces acteurs investissent dans des projets bons pour l'environnement et cessent de financer les énergies fossiles. Mais que peuvent faire les pays pour inciter les acteurs privés à investir pour l'environnement? Les pays doivent définir précisément ce qu'est un investissement bon pour l'environnement, créer des labels pour permettre aux investisseurs d'identifier facilement ces projets, montrer l'exemple en consacrant eux-mêmes une part importante de l'argent public dans des projets bons pour l'environnement pour rassurer les investisseurs, attribuer des avantages fiscaux à ceux qui investissent pour l'environnement. Mais tous les pays ont-ils la même capacité d'action? Non. C'est pourquoi il faut plus de solidarité entre pays. Ainsi, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an dès 2020 pour aider les pays en développement, notamment à s'adapter au changement climatique. Pour atteindre ces 100 milliards de dollars, les pays pourront en partie s'appuyer sur les investisseurs privés, mais devront également trouver de nouvelles sources de financement public, comme mettre à contribution les banques, en taxant leurs transactions financières, ce qui permettrait de lutter contre la spéculation et collecter plus de 30 milliards d'euros par an à l'échelle européenne. Mettre à contribution le transport de marchandises, maritime ou aérien, qui émet une grande quantité de gaz à effet de serre, et utiliser les droits de tirage spéciaux, DTS. Cette monnaie du Fonds monétaire international, FMI, a servi à sauver les banques de la faillite en 2008. Pourquoi ne pas la réutiliser pour sauver le climat? En s'accordant sur de telles mesures, à Paris, lors de la COP21, nous pourrons enfin sortir des énergies fossiles et financer l'adaptation au changement climatique. Du coup, par rapport à la dernière vidéo, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas du tout que ce soit une bonne solution. Déjà, ça veut dire qu'on reste du coup dans le système actuel avec où tout passe par les marchés, tout passe par la finance, tout passe par le fric en fait.
Donc je pense pas que ce soit du tout une bonne solution, je pense qu'il faut sortir du système et arrêter de raisonner comme ça. Ce mécanisme-là de compensation, il ne marche pas. En plus, je le trouve inégal du coup, parce que ceux qui sont riches, ils peuvent se permettre de polluer, les autres pas. Et en fait, je pense que c'est tout le monde qui doit arrêter de polluer et pas seulement quelques-uns. Moi, je veux juste revenir sur ce qu'a dit Cécile. En fait, je suis d'accord avec elle parce que on a énoncé plusieurs solutions pour essayer de relever la situation, on va dire, là, juste avant de voir cette vidéo. Et comme nous, on a parlé d'un système économique ou d'un système de punition, on va dire. Donc ça fait pas évoluer les choses dans le sens où c'est encore vécu comme une punition. Enfin, si on n'évolue pas, voilà, on est puni et c'est pas vu comme un accompagnement et comme quelque chose qui est bien à faire, entre guillemets. Donc il n'y a pas vraiment de prise de conscience, j'ai l'impression des premiers pollueurs et des responsables, comme disent dans la vidéo. Donc ça semble d'un côté nécessaire parce qu'on est quand même dans une société capitaliste où l'économie est au-dessus de tout, mais bon, si on veut faire changer les modes de pensée, etc., c'est pas forcément uniquement sur ce genre de choses qu'il faut se baser. Je dirais aussi que lorsqu'on s'arrête à cette question du carbone, on ne voit pas le problème dans son ensemble. Enfin, juste au coup, un vrai le carbone, ça va réchauffer l'atmosphère et puis c'est tout. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une vision sur l'ensemble des paramètres de notre vie qui sont touchés. Et je pense que cette fameuse taxe carbone ne va pas résoudre le problème climatique, mais c'est vraiment des initiatives qu'on va prendre de façon globale, autant sur notre façon de consommer que notre façon de nous éviter ou de chercher l'information. Oui, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu as dit et continuer. Enfin, je trouve que c'est vrai que les problèmes des conférences des partis, c'est surtout que les différences entre les pays se font beaucoup ressentir. Et là, après avoir suivi un peu les déclarations qui sont faites hier des différents chefs d'État, j'ai un peu rigolé de temps en temps quand même parce que, non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde se tire dans les pattes. Ah, c'est vous qui avez pollué, oui, mais vous polluez maintenant, regardez maintenant nous on agit, et voilà. Et donc j'entendais le dirigeant chinois dire qu'en tant que pays en développement, alors sachant que la Chine est quand même la première puissance mondiale économique et niveau pollution, ils sont pas mal, qui disait qu'en tant que pays en développement, c'est pas eux qui avaient commencé à polluer et donc fallait pas leur mettre la faute dessus et que c'était un peu au nord de régler tout ça. Et donc c'est vrai que je pense que déjà la Chine, pays en développement, j'ai déjà dit, ça fait un peu rire. Et sur cet aspect-là, on va dire. Et après, c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça que ça avance pas non plus les conférences. Et donc, j'attends de voir un peu Paris, mais c'est toujours un peu la même chose. Est-ce que c'est le Nord, est-ce que c'est le Sud, est-ce qu'on travaille ensemble? Bah non, pas trop. Et après Kyoto, il y avait eu le protocole avait été séparé en deux pour les pays développés qui devaient en faire plus que les pays en développement, mais finalement, ça n'a pas vraiment abouti, quoi. Au niveau des COP, pour rejoindre ce qui a été dit, on en a la 21e, l'année dernière c'était apparemment à Lima, on n'a pas entendu parler. On en parle parce qu'on est en France et bien sûr il y a l'actualité qui fait que ça couvre un peu, mais bon, le reste du monde n'en parle pas du tout. Moi je regarde tous les jours la BBC et puis CNN, il y a franchement pas grand chose. Donc en fait, l'année prochaine, ça sera à Marrakech, en fait, si vous êtes intéressé. Voilà, ça sera la COP22. Et oui, peut-être, ça sera peut-être relayé par Al Jazeera. Et puis France 24 version arabe, peut-être. Mais c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi dans le sens où il n'y a pas de décision contraignante et on en est au dernier jour. Et ni les États-Unis ni la Chine ne veulent en fait des décisions contraignantes. Donc, étant donné que ce sont les deux grands pollueurs et que Obama politiquement est coincé parce que le Sénat, la Chambre des représentants ne vont jamais accepter, étant en majorité républicaine, ne vont jamais accepter de voter quoi que ce soit, rien ne passera en ce moment. Il faudra attendre les prochaines élections américaines pour que ça bouge. Et puis en Chine, si vous avez écouté le discours de Xi Jinping disait clairement, écoutez, on ne peut pas nous demander, nous, à payer en voie de développement, de faire autant de sacrifices que vous, pays développés, vous pouvez le faire parce que vous avez la richesse et les moyens.
Mais nous, non, jusqu'en 2030, on ne fera pas. Donc c'est mal parti. Au début de la vidéo, du coup, la première, ils disent qu'il faudrait 75% de réduction de gaz à effet de serre pour que justement la température elle augmente que moins de 2 degrés. Je pense que c'est carrément impossible vu notre niveau déjà nous dans les pays développés aujourd'hui. Et puis quand on voit les pays qui sont en train de se développer en ce moment, comme la Chine et tout ça, chaque année ils consomment encore plus de viande, de carburant, de tout ce qui fait qu'il y a encore plus de gaz à effet de serre qui est relâché. Et du coup, en plus, on veut leur dire à ces pays-là qu'ils ont juste à payer pour que nous on fasse des solutions pour eux et que du coup ils peuvent encore croître et tout ça. Donc je trouve que c'est un peu, enfin que ça n'a pas marché. Point de vue, faire payer juste à des pays pour ok, nous on contamine, du coup on fait payer. Donc je pense que je ne trouve pas ça une bonne solution. Du coup, ça va en lien avec la troisième vidéo. Donc oui, c'est ce qui se passe. Maintenant, les entreprises, elles se achètent et revendent en fonction de qui contamine le plus. Il y a aussi le biobanque à côté, qu'on peut déforester jusqu'à combien d'hectares, déforer par exemple au primaire à l'Amazonie. Et en contrepartie, il faut qu'on plante tant d'arbres, mais normalement ça devient des monocultures, par exemple l'eucalyptus, qui au final c'est aussi pour faire du profit économique. Et à côté, on a détruit des hectares de biodiversité, d'espèces qui en fait ne pourront plus jamais avoir leur milieu. Donc je pense que non plus c'est pas une bonne façon d'aller de l'avant, parce que voilà, c'est en permettant tout le temps, en mettant en relation l'économie avec le développement durable, alors que l'économie est basée dans le sens de la croissance et que nous on a des ressources limitées dans notre planète. Et qu'il arrivera un moment que de toute façon on ne pourra plus je paye pour ce que je contamine, il faudrait juste changer le mode de produit. Parce qu'il y a toujours des idées super qui germent dans des petites entreprises, dans des junior entreprises, etc. Et que les politiques ne vous permettent pas de les faire émerger au niveau pas seulement local, mais vraiment quoi. Vous avez des exemples d'initiatives qui mériteraient d'émerger, ou même d'autres personnes moi par exemple, par rapport à le thème du milieu là, sur la participation, la démocratie participative, j'ai été très active, mais les politiques, une fois qu'ils ont mis ça, ils sont très honorés d'avoir fait de l'exemplaire, mais après, ils s'en arrêtent là. Et j'y crois pas du tout. Pourtant, j'ai milité et je continue à militer, mais la démocratie participative, ils en ont fait une grande mayonnaise. C'est tout. Pas mal de procédures de concertation en tant que citoyenne, en tant que voisin d'un projet d'aménagement ou en tant que même co-président d'une commission de quartier. Et je constate que même pour les procédures dites plus élaborées comme les enquêtes publiques, parce que pour certains projets on va même jusqu'à une enquête publique, il n'y a pas du tout d'indépendance et il n'y a pas du tout de travail qui est fait en amont, et effectivement les projets sont déjà bouclés quand on fait appel aux citoyens et quand on leur demande des marges dans les cahiers qui sont tenus par les commissaires enquêteurs et qui sont là que pour avaliser en fait ce qui a été décidé en amont. Et souvent même pas dans les assemblées délibérantes des villes, en général c'est avec des bureaux d'études, vous voyez, vraiment c'est fait comme ça en comité secret. Et puis finalement après ce qu'on soumet, les documents qu'on soumet aux citoyens, ils n'ont aucune... en plus on leur laisse même pas le temps de les étudier, parce qu'en fait en général ces cahiers sont mis à la disposition des citoyens au moment où ils sont au travail, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Il faudrait, faudrait créer un statut spécifique déjà de l'élu qui est en charge de l'élaboration de tous ces dossiers, et puis ensuite permettre aux citoyens quand même de pouvoir émarger, étudier les dossiers, etc. Mais voilà.
par rapport à l'agriculture biologique. Et surtout notre question c'était est-ce que l'agriculture biologique ça pourrait vraiment nourrir toute la population mondiale ou pas. On a beaucoup parlé de ça, si du jour au lendemain on pouvait tout changer et on disait que par rapport à tout ce qui nous entourait, on a beaucoup reparlé d'être optimiste ou pessimiste par rapport à ces changements, chaque action que peut faire un citoyen. Alors, on a une idée principale, c'est le fait d'agir, de pouvoir agir à son niveau. Parce que on pense que les autres ne vont pas agir pour nous. Donc nous, il faut qu'on puisse agir. Et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Alors on a pensé à tout ce qui était problématique d'énergie, donc l'isolation du logement, les énergies renouvelables aussi, soit investir dans des équipements qui utilisent des énergies renouvelables. Il y a aussi la consommation de viande, parce que c'est une industrie qui est assez polluante. Donc on peut se dire que si on consomme moins de viande, on va moins encourager ce genre d'industrie. Voilà. Après il y a aussi le niveau du transport. Faire des choix au niveau des transports, donc moins prendre la voiture, moins prendre l'avion, ce genre de choses, transports qui sont polluants. On se rend compte que je pense que ça peut commencer par là, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée ou même en école d'agronomie, on n'est pas du tout informé sur le problème, en passant. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut jouer pour que les prochaines générations elles aient conscience du problème et que ça puisse évoluer, parce que ça passera aussi par elles. Donc on a aussi parlé de communication, en se rendant compte que les médias voulaient bien montrer ce qu'ils avaient envie de montrer. Et c'était difficile en fait d'informer la population à une grande échelle avec des petits moyens, on va dire, comme Internet. C'est déjà bien, mais il faut aller sur les sites, il faut se renseigner soi-même. Et donc on n'a pas vraiment une communication de masse, on va dire. Donc ça restera assez compliqué. Et voilà, donc il faudrait que les gens fassent plus d'eux-mêmes et aller voir vraiment d'eux-mêmes l'information concernant tous ces problèmes climatiques. Donc nous on a aussi parlé des autres, parce que si on est ici, c'est qu'on est un peu intéressé, et du coup sur comment piquer leur curiosité. Et on a aussi dit qu'en fait, notre génération dans la vingtaine, on est un peu né et on a toujours un peu vécu dans le pessimisme et des discours un peu moralistes au niveau de la planète. Et donc ça fait un petit moment qu'on voit ça et qu'on ne sait pas vraiment, ça fait réagir les gens, mais jusqu'où. Et donc c'est vrai que maintenant, il faudrait plutôt appuyer sur les solutions et les initiatives proposées pour peut-être faire réagir les gens dans un autre sens et les intéresser à la cause. Après, on a parlé d'agroécologie, mais ça, c'est pas trop mon domaine, donc si vous voulez rajouter quelque chose. On avait plus parlé un peu agriculture, mais c'est posé la question de la réduction de la consommation de viande aussi, dans la vie de tous les jours, en parlant un peu tous ensemble, mais sans plus que ça. Il existe certaines sociétés, quand elles ont besoin, je sais que j'avais vu un article par exemple qui voulait construire une entreprise. Le problème c'est qu'au niveau du terrain, il y avait une forêt et donc ils ont obligé de couper les arbres, mais ce qu'ils ont fait c'est que pour 1 hectare qu'ils coupaient, ils en replantaient 5 dans un autre endroit. Donc je ne sais pas si c'est généralisé ou pas, mais ça peut être aussi des solutions une sorte de compensation écologique entre guillemets, préserver les poumons de la terre comme on dit. L'idée principale, l'éducation. Travailler sur l'éducation pour que ça génère plus de monde dans cette mouvance par rapport au transport, par rapport à la nourriture, par rapport à tout ça, c'est en apprenant aux enfants et aux ados, en
faisant vraiment cette progression dans l'éducation que ça implique la famille et l'avenir. Mon point de vue avec le climat de confiance par rapport aux politiques, justement, par rapport à ça. Les moyens qu'ils ont aussi, les leviers qu'ils ont par rapport des fois à d'autres grands groupes, que ce soit national ou international, peut-être un équilibre des leviers entre le politique et un peu l'économique, enfin on sort peut-être un peu de tout le débat sur la COP21 et tout, mais c'est vrai qu'il y a des relations de confiance et puis repositionner pour moi, mon point de vue, repositionner un peu les leviers, les manettes du bon côté politique et démocratique plutôt que du levier économique. Après, si on a d'autres interventions sur ce sujet-là ou sur d'autres points? Oui, enfin, tout le temps le pouvoir est là où est l'argent, et j'ai entendu quelque chose sur la COP21 comme quoi les experts avaient beaucoup été financés par des groupes américains qui les financent pour dire non, il n'y a pas de risque pour la planète, ou je sais pas quoi. Et donc, une solution serait peut-être plus de transparence sur justement où est l'argent quand il est en Suisse, pouvoir savoir qu'il est en Suisse. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais il y a peut-être un truc international qui dise clairement où est l'argent de qui et où il part. Je trouve qu'on remarque aussi que en fait, les pays moins développés, ils ont plus de marge de manœuvre en fait, que les pays autant développés que la France ou que d'autres pays où il y a des besoins qui ont été créés et qui n'existent pas dans les pays qui sont moins développés, et donc on n'a pas besoin de les combattre ou de les annuler en fait, parce que dans les pays développés on sera obligé de revenir en arrière pour arriver à une société qui consomme moins et qui est moins capitaliste, disons, alors que dans les pays moins développés on peut développer des alternatives beaucoup plus facilement. Ils ont une marge de manœuvre qui est immense au niveau des énergies, au niveau de la volonté citoyenne aussi, je pense. Oui, parce que dans les pays moins développés, on peut se dire dès qu'il y a une initiative, ça peut être que mieux. Enfin, je veux dire, les initiatives écolo, elles sont toujours soutenues par la population parce que voilà, ils attendent quelque chose, un changement. Que nous, dans les pays développés, on n'attend rien. On attend juste que ça se passe, quoi, parce qu'on a déjà la richesse. Donc finalement, on n'a pas besoin de changer. Donc c'est à nous, je veux dire, c'est à nous de nous forcer à changer parce qu'il le faut. Et eux, ils suivent, suivent une évolution plus naturelle, je pense. Enfin, je veux dire, je pense que c'est vraiment le dans les pays développés, effectivement, il y a une marge de manœuvre énorme parce qu'ils ont la possibilité de ne pas passer par ce développement qui pollue, schématiquement serait le chemin emprunté par l'Occident, mais le développement à l'occidental, entre guillemets, il a un pouvoir d'attraction très fort, et dans la plupart des pays en développement, au contraire, c'est ce modèle de consommation qui les attrait, et c'est simplificateur, mais l'idée de protection de la nature, c'est aussi un souci de riche, dans le sens où, pas pour classer Occident et pays en développement, dans les régions pauvres, où on peut trouver ça même en France, se préoccuper de l'environnement, c'est quelque chose qui passe après subvenir à ses besoins plus tôt, et donc il y a beaucoup justement de pays en développement qui ne se soucient pas de ça, et pour des raisons légitimes. Dans tout cet avis-là, en fait, que pas forcément un souci majeur, je pense qu'il y a d'autres soucis dans le développement qui sont beaucoup plus prégnants pour la population, et il y a une grosse tendance, je pense, à une certaine... il ne faut pas tout regrouper sous le terme capitaliste ou non, mais certains systèmes qu'on applique ici qui sont vite infusés dans les pays en voie de développement. Grosso modo, tout ce qui est développement de l'énergie, des mines et autres, c'est surtout des pays en voie de développement ou des grands groupes internationaux de pays en voie de développement qui vont imposer ces systèmes-là en fait dans la libération des ressources, des marchés à conquérir. Et je pense dans ces cas-là que la population locale est moins concernée, il y a peut-être moins de démocratie participative aussi à certains endroits pour lutter contre ça. Donc je pense que je pense pas qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre des pays en voie de développement en interne, mais c'est plus un peu les systèmes qu'on veut leur imposer, ou les systèmes qui apportent beaucoup d'argent des fois qu'on veut leur imposer. C'est plus sur ça qu'on peut être vigilant, je pense. Je rejoins complètement cette idée-là.
par exemple, très concrètement, quand il y a une catastrophe naturelle quelque part dans le monde et que la machine humanitaire se met en route, je pense par exemple au cas emblématique d'Haïti, qui vient au secours des agriculteurs, au secours entre guillemets, c'est Monsanto. Voilà, donc la machine se nourrit elle-même, quoi. Et comment un agriculteur qui a vu ses champs dévastés, qui n'a absolument plus rien, qui avait déjà très très peu pour vivre, va cracher sur des graines qu'on lui offre, voilà, qui tombent du ciel. Alors c'est compliqué. Et puis après, c'est vrai que quand on parle de pays développés, de pays riches, marge de manœuvre, tout ça c'est aussi un petit peu simpliste parce que on sait tous aujourd'hui qu'on est dans une société à deux vitesses et il y a plein d'initiatives en France qui ont vu le jour depuis déjà un bon moment. Elles ne sont pas forcément médiatisées, mais il y en a absolument partout, même en ville. Et c'est pas forcément que des gens qui étaient dans la merde et qui ont été obligés de passer par le système D, la débrouille, la solidarité. C'est aussi des gens, voilà, qui étaient à un niveau de vie tel qu'ils en perdaient un peu le sens, voilà, le sens des valeurs. Et comme on a vu dans le reportage, voilà, cet architecte et cette femme qui travaillait à la bourse et voilà, qui ont décidé de tout arrêter pour revenir à des choses simples. Enfin, on ne peut vraiment pas simplifier, c'est tellement... c'est un écheveau à démêler. Ça, voilà.